rebonsoir donc, ou bonjour, bonsoir, enfin bref. Je vais tout de suite vous donner la parole s'il y a des questions, des commentaires. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Oui. Les randonneurs, finalement, réussissent à sauver le bison. Et ça permet de conserver un peu plus l'espèce. D'accord. Je comprends. Ils ont servi l'espèce, mais ils ont abandonné l'animal individuel, oui. Qu'en pensez-vous, vous, sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Que vous faites une belle pirouette pour pas répondre. non, mais je pense qu'ils ont bien, non, les randonneurs avaient tort. On comprend humainement leur position, le sentiment, la compassion, etc., mais ils avaient tort. On est dans un parc naturel, là. Alors que vous dites que l'altruisme est peut-être la chose la plus belle dans l'espèce humaine. Absolument, c'est la chose la plus belle, mais il faut pouvoir la raisonner, vous voyez. On a des sentiments, contradictoires, on a des pulsions contradictoires. Là, celle-ci, il fallait la raisonner. On est dans un parc naturel, ça a aucun sens de faire ça. Et quand je regarde avec mes enfants les images des reportages animaliers où la pauvre gazelle elle se fait bouffer par les lions, ils sont en larmes. J'aime pas ça non plus, mais voilà, il n'y a pas de sens à intervenir pour sauver la pauvre gazelle. Il faut la laisser se faire bouffer. Voilà, elle a qu'à courir plus vite. Voyez. C'est pas un prédateur là. Comment? C'est pas un prédateur le lion? Mais bon, on pourrait discuter. Ouais. Il y a quand même une chose avant Edmond de te donner la parole. Moi qui m'a en fait gêné dans votre exposé, sur une partie de l'exposé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une équivalence que vous faisiez entre la mort et la souffrance. Et pour moi, c'est deux choses complètement différentes parce que je veux pas défendre une éthique plutôt qu'une autre, mais il me semble-t-il tout de même, personne aujourd'hui peut remettre en cause la mort. Absolument personne. Non seulement on peut pas la remettre en cause, quand bien même on le voudrait, mais sans mort, il n'y a pas de vie. Bon, voilà, on sera vite d'accord là-dessus. En revanche, et vous l'avez dit par la suite, c'est la souffrance inutile qui est... mais pourtant, pendant tout un moment de l'exposé, j'ai trouvé qu'il y avait un genre de raccourci ou d'équivalence que vous faisiez entre les deux. Ce qui fait que les dés sont un peu pipés parce que... une fois qu'on a posé le fait que ce qui est en cause... me semble-t-il, c'est vraiment la question de la cruauté, ou plus exactement de la souffrance, et de comment nous, on peut intervenir, à des moments donnés, d'ailleurs. Voilà, là, il y a des randonneurs, ils sont témoins d'eux, ils réagissent ou pas, voilà. C'est autre chose que de dire, on a une entreprise d'empêcher la mort. Ça, c'est non seulement absurde, mais ça n'a aucun sens évolutif, d'aucune manière, il me semble. Voilà. Il me semblait pas avoir fait cette confusion. Moi, je l'ai entendu à des moments donnés comme ça. Mais bon. Et ben là, je vous répondais encore. Je crois qu'il faudrait voir dans quel genre de communauté on se situe, quoi. Que la souffrance inutile doit être absolument éliminée, évitée dans le cadre des communautés mixtes ou communautés avec les animaux sauvages. Là, je crois que c'est une règle qui peut valoir de manière transversale. C'est vrai dans les deux cas. En revanche, la mort, là, je crois que pour les animaux sauvages, c'est l'exemple que je donnais du bison. Non, il faut pas. Il y a pas de raison de l'éliminer. Il faut le laisser mourir, mais il n'y a pas de raison de le laisser souffrir. Il me semblait que j'avais justement fait cette distinction-là. Oui, dans un second temps. Enfin bon. Edmond? Je m'interroge jusqu'où la morale doit dicter les circonstances. Je vais compléter ma question en disant, le problème se serait-il posé s'il n'y avait pas eu de randonneurs passant à proximité de la rivière à ce moment-là? Ces randonneurs étaient là. Quelque part, ces randonneurs font partie de l'histoire, font partie de l'écosystème, font partie des circonstances. Au-delà du discours moral qui est celui de l'environnementaliste ou celui de défenseur des animaux, on est dans une situation où des randonneurs se trouvaient présents à ce moment-là. Ils font donc quelque part partie de l'histoire environnementale qui s'est produite à cet instant-là. Ne sont-ils pas en droit, à partir du moment où ils sont pas victimes, mais acteurs de circonstances, d'agir indépendamment de ce que serait le discours moral défini des abstracto, qui est je prends telle position par rapport à l'environnement, je prends telle position par rapport à l'animal, mais je suis dans l'acte
compte tenu de certaines circonstances qui font que j'étais randonneur et que j'étais là à ce moment-là. Donc une très bonne question, elle est très subtile. Je vous remercie. Oui, je comprends ce que vous essayez de dire, mais de ce point de vue-là, je serais conscient. Je crois que la règle de mon comportement, à quelque moment que ce soit, en quelques circonstances que ce soit, n'est valable que si je peux l'universaliser. Je conçois pas une morale autrement. Et là, si ce comportement-là des randonneurs ne se soumet pas à ce genre de critères, alors il n'a pas de rationalité propre. Vous voyez, ils agissent sur le coup d'une impulsion, d'une émotion. Mais s'il a une rationalité, alors cette rationalité morale, je ne peux pas la concevoir autrement qu'en lui soumettant la soumettant au test de l'universalisation, qui me semble un bon test pour une morale. Chaque action doit pouvoir être universalisée dans quelques circonstances que ce soit, sinon je vois pas à quel titre c'est un acte moral. Alors vous me faites découvrir un implicite dans ma réflexion auquel j'avais pas songé peut-être, mais voilà, l'universalisation me semble importante. Votre gazelle qui est poursuivie par un lion va avoir à un moment donné une impulsion de prendre la direction à gauche ou la direction à droite. Elle va prendre la direction à droite, elle va se faire croquer, elle va prendre la direction à gauche, elle va échapper au lion. L'impulsion est intervenue dans le processus naturel. Est-ce que nos randonneurs qui étaient de passage à ce moment-là, est-ce que leur impulsion ne fait pas partie justement de ce processus naturel? Je me pose la question. Ouais, je suis pas sûr de comprendre votre question, parce que je vois que vous revenez sur le même thème. Du coup, il faudrait qu'on en discute peut-être plus longuement après, mais je suis pas sûr de comprendre. Je pense qu'il y a un sens à votre question, j'en suis convaincu, mais je suis pas sûr de le saisir. Parce que la comparaison, il est facile de la repousser, mais je crois que je serai à côté de votre question. Il serait facile de repousser en disant ce sont des animaux qui n'ont pas justement la capacité à rationaliser leurs actes, à s'interroger sur le bien fondé de ce qu'ils font. Donc, la gazelle et un être humain ne jouent pas dans la même cour. Mais je pense qu'il y a une autre signification à ce que vous essayez de dire, que je saisis peut-être pas. L'universalité, elle peut être dans l'occurrence d'événements rares et. Bon, mais c'est pas un commandement moral. Vous voyez, elle réagit à une impulsion, c'est un pur. C'est juste, Edmond, tu précises, puis après, on va peut-être donner la parole à d'autres personnes. Je crois que notre capacité à réagir sous forme d'impulsion, c'est notre part d'animalité, non? Moi j'ai une question donc du coup par rapport à cette morale universelle, qui la définit? Est-ce que c'est le rôle du philosophe? Voilà, s'il y a une morale universelle. Ah bah non, on n'a pas une patente, c'est notre chose, personne n'a le droit d'y toucher, etc. C'est l'objet d'une discussion, absolument. Mais la morale universelle en question, vous voyez, c'est une morale avec un S, puisque j'ai essayé justement de faire comprendre que les obligations morales diffèrent en fonction du type d'animaux avec lesquels on est lié. Dans une communauté mixte, ça fonctionne, je disais, de telle manière. Dans une communauté interspécifique en relation avec les animaux sauvages, ça fonctionne d'une autre manière. En revanche, je vois pas comment, à l'intérieur d'une communauté définie, on peut changer de principe. Ou alors, on n'en a pas. On fait n'importe quoi. On agit selon l'inspiration du moment. Donc, une morale, mais dans un cadre donné, elle est absolument valable ou elle l'est pas. Ou là, on retourne sa veste en permanence. On agit, au fond, sur le coup d'un simple caprice. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Elle est universelle, c'est-à-dire que ces principes sont absolument valables, mais dans un cadre donné. Ce que veut pas dire que c'est transfrontalier, que ça vaut pour toutes les communautés. Au contraire, je distingue les différents types de communautés. Mais dans une communauté, c'est valable ou ça l'est pas. Ensuite, qui l'a défini, c'est l'objet d'une discussion, évidemment. Mais c'est sur l'idée d'une validité universelle au sein d'une communauté, là, je vois pas comment on peut. Ou alors, il n'y a pas de morale. On fait ce qu'on veut, quoi. On y va à l'inspiration du moment. Une personne là. Oui, il y avait une autre personne là-bas. Ok, d'abord. Oui. Oui, merci. Vous avez dit que l'homme était au sommet de la création, au moins reprenant les textes sacrés, la Genèse ou je ne sais quoi. Et il y a quand même des gens qui ont pas mal écrit sur la relation entre l'homme, la crise écologique et aussi le comportement de l'homme à l'encontre des animaux de la nature. Je pense à un Américain qui s'appelle Lynn White, ou des gens comme Théodore Monod, qui quand même était protestant, qui a beaucoup écrit sur la Genèse, etc., et comment dans les textes sacrés, l'homme doit servir la nature dans son service. Donc, il y a quand même des gens qui ont essayé de limiter la casse. Ils s'appellent Saint François d'Assise, ou des gens comme Teilhard de Chardin. Et c'est vrai que peut-être il faudrait nous parler, si vous êtes compétent, sur le rôle des monothéismes et peut-être du christianisme dans cette histoire-là, parce que je crois que c'est pas anodin, quoi, dans nos comportements ou dans nos impulsions ou nos pulsions.
Voilà. Ah oui, je connais bien ces textes-là. Le texte de Lynn White Jr., il est de 1967, je crois. Il a été publié dans la revue Science, si ma mémoire est bonne, et ça a la racine historique de notre crise écologique, quelque chose comme ça. Oui, en fait, le passage, quand j'ai parlé de l'anthropocentrisme, je voulais dire par là que la critique de l'anthropocentrisme, l'idée que l'homme est le seigneur de la création, etc., c'est une aspiration commune, philosophique. Vous voyez, c'est une dénonciation qui leur est commune aux défenseurs de l'environnement et aux défenseurs des animaux. Quant à la critique de l'anthropocentrisme, elle est constitutive, elle est fondatrice de l'éthique environnementale. L'éthique environnementale, elle est née de ce genre de contestation. Et l'idée de l'éthique environnementale, c'est d'essayer de traquer dans toute l'histoire de l'humanité, non seulement l'histoire de la philosophie, mais des idées, des religions, etc., la présence d'anthropocentrisme. Parce que l'idée clé qu'ils défendent, c'est que ce qu'il y a à la base de notre rapport de pillage généralisé, de dévastation de la nature, c'est cette idée-là, l'idée que l'homme est seigneur de la création, que l'homme est, il a le droit d'agir à sa guise avec les êtres de la nature, les paysages, les ressources, etc. Et cette enquête est très intéressante parce que quand on y regarde bien, il ne s'agit pas de dire que toute l'histoire de la philosophie est anthropocentrique, mais que, il y a des prémices anthropocentriques qu'on retrouve dans toutes les philosophies. Et dès lors qu'on jette un regard là-dessus, ce que j'ai fait quand j'ai commencé à lire cette littérature-là, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y en a très peu qui peuvent échapper à ce genre de critique. Descartes tombe dedans, Kant peut tomber dedans. Il y a une obédience anthropocentrique implicite. Ah oui, c'est fondamental ça. Bon, cela dit, l'article de Lynn White Jr., il s'est attiré un déluge de réponses et c'est effarant. Vous trouverez assez facilement les références sur Internet si vous cherchez, et les réponses sont pertinentes. Et c'est quand même très écorné la thèse qu'il défend. La thèse de Lynn White Jr., ça consiste à dire que on trouve dans la Bible les prémices anthropocentriques qui auront marqué toute l'histoire de l'humanité, dans cette idée qu'on doit s'approprier la terre, se rendre comme maître et possesseur, qu'on doit se reproduire et multiplier, etc. Et que l'idée même qu'il n'y a plus qu'un monothéisme et non plus une pluralité des dieux, cette idée que les dieux qui étaient dans la nature ont fini par fuir pour rejoindre un monde transcendant, nous a laissé un monde inerte, manipulable, offert à toutes les manipulations technologiques, etc. Bon, cette idée, elle a été très écornée parce qu'on a montré qu'il y a des religions polythéistes qui y ont rendu elles aussi possible une exploitation de la nature, bon, etc. Je vais pas vous faire toutes les objections, mais enfin, ça a été très écorné. Mais en dépit de tout ça, quand vous relisez l'article de Lynn White Jr., ça reste extrêmement puissant. Il a mis le feu aux poudres. Vraiment, c'est à partir de lui, je crois que s'il fallait faire une histoire de l'éthique environnementale, une généalogie, c'est lui qui a vraiment mis le feu aux poudres. Tout d'un coup, tout le monde s'est retourné en disant, il a peut-être raison, on va chercher. Donc c'est un très bel article, effectivement. Christophe? Oui, bonsoir. Oui, votre anecdote du début m'a fait penser à un récit que j'ai vu très récemment sur FR3 dans l'émission Thalassa, d'une aventure entre une orque qui était orpheline et qui a remué la Colombie-Britannique pendant des mois et des mois, qui a coûté je crois des centaines de milliers de dollars au niveau du gouvernement, etc. En fait, cette orque, il y avait les défenseurs. Alors, il y avait les deux protagonistes que vous avez cités, les deuxième et le troisième, c'est-à-dire les défenseurs de l'environnement et les défenseurs des animaux, qui s'affrontaient effectivement vraiment très très fortement et pendant des mois, donc sur le cas de cette orque. Qui semble-t-il manifestait une empathie et un désir d'avoir des échanges avec les humains qui étaient pour elle les seuls alters égaux qu'elle pouvait rencontrer dans la suite de son existence. Donc tout le débat était sur faut-il permettre de rentrer en contact pour les humains avec cet animal qui demande du contact, ou ne faut-il pas? Donc les environnementalistes refusaient le contact en disant cet animal est sauvage, il faut le laisser à son état naturel. Si nous lui répondons, nous le désanimalisons et nous faisons de l'anthropomorphisme. Et les défenseurs des animaux disaient mais cet animal est un être subjectif qui demande à entrer, et donc dans notre conception morale, étant devant cette sollicitation, nous ne pouvons que répondre, que par compassion, par pitié, enfin tout ce qu'on veut. Il y avait un troisième intervenant qui était les Indiens. Et c'est ce cas qui était étonnant, qui se rajoute enfin les Indiens, on va dire le peuple premier de ce continent, qui, pour eux, cet animal était la réincarnation d'un de leurs chefs qui était décédé quelques jours plus tôt. Et donc, eux, ils étaient effectivement pour accompagner cet orque, s'en rapprocher, etc. Mais
non pas par une compassion, etc., mais parce qu'ils, dans leur cosmogonie, tout être animal n'est en fait qu'un participant du grand esprit ou etc. qui prend forme. Je dirais pour moi c'est une espèce d'animisme quoi. Et donc quelque part, dans votre positionnement, j'ai l'impression que finalement il est quand même très relié à une philosophie occidentale, qui est passée effectivement par tout un tas de le chamanisme, etc., qui a abouti à la religion, à l'éthique judéo-chrétienne. Mais il y a des peuples, je veux dire, qui ne partagent pas forcément ce fond philosophique, etc. Alors que faire de ces autres termes, éventuellement d'autres pensées humaines, d'autres rapports avec la nature, qui seraient peut-être plus, comme vous avez dit au départ, holistiques, où on considère qu'effectivement on est tous interagissants. Est-ce qu'il y a à ce moment-là, je rebondirai sur le propos du monsieur qui disait effectivement, est-ce qu'on a besoin d'universaliser, dans le sens où tout ce qui se passe dans la nature est une expérience instantanée, ponctuelle, qui se répétera jamais. Peut-être que jamais une autre orque se retrouvera dans un contexte d'être abandonnée par les siens ou de s'être perdue et de demander un contact avec les humains. Alors, est-ce que finalement, le fait de trancher sur un débat moral, alors qu'il a pris des mois, parce qu'il y a eu des procès, le gouvernement a dû intervenir, c'était une affaire d'État, extrême, et finalement l'orque est morte, puisqu'elle s'est trouvée un jour à se rapprocher trop près d'un bateau, effectivement, puisqu'elle cherchait la compagnie des hommes, et donc elle s'est fait broyer par une hélice de bateau, quoi. Et on n'avait aucune preuve qu'il y avait une volonté de l'orque de rentrer en contact avec nous. Si, apparemment si. Alors, la notion même d'anthropomorphisme était remise en question dans la science, dans le sens où apparemment chez quelques espèces maintenant, les scientifiques commencent, je ne sais pas si c'est certifié, mais à dire que finalement il y a des êtres animaux doués d'une conscience telle qu'elle ne peut plus être simplement, définie comme une projection de l'humain sur eux, quoi. Voilà. C'est une très belle question, je vous remercie. Ça fait penser à Philippe Descola, vous aviez peut-être cette référence en tête là, sur les natures et les cultures, les différentes façons de tracer la frontière. Vous voyez, c'est une question intéressante, mais je vous répondrai à quelque chose qui est assez proche de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, donc j'ai mes obsessions, c'est que je n'arrive pas à évoluer dans ce genre de cadre de réflexion. Je ne sais pas quoi en faire, je n'arrive pas à argumenter, je ne peux pas la rationaliser. Alors l'idée que c'est une réincarnation du chef, etc., c'est l'objet d'une croyance, c'est l'objet d'une foi, mais je peux pas faire de la philosophie avec ça. J'ai besoin d'une argumentation, vous voyez. Et donc, je suis bloqué devant ce genre de choses. Calicotte a écrit, vous connaissez évidemment Calicotte, il a écrit un livre, alors j'essaie de retrouver le titre, là, ça me revient plus. Mais Éthique de la Terre, un truc comme ça a été traduit il y a pas très longtemps, mais je ne me souviens plus du titre. Il a essayé de montrer la conformité d'un certain nombre de croyances à l'ère amérindienne. Il a balayé extrêmement large toute l'histoire de l'humanité avec des thèses fondamentales de l'éthique environnementale. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, et donc il essaye de récupérer le chamanisme en montrant qu'en fait ce positionnement recoupe celui des positions d'éthique environnementale, mais j'ai trouvé que c'était un broyage, un massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que tout ce qui fait vraiment l'étrangeté de ces croyances-là, le caractère irréductible de ces croyances-là, il les faisait rentrer de force dans les cadres de réflexion, les schémas de réflexion occidentaux. Non, je pense que c'est incompatible. Dans le domaine occidental, j'arrive à m'y reconnaître, je peux penser là-dedans. De l'autre côté, je ne sais pas ce que c'est. Je comprends que ça soit possible, c'est légitime, etc., mais je peux pas penser là-dedans. Vous voyez, malheureusement, je suis philosophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires ou... Attends, il y en a une à côté, oui, me semble-t-il. Vous avez dit que dans le cas du bison, il fallait laisser faire les lois de la nature et laisser mourir le bison, puisqu'il en était ainsi, qu'il n'y a aucune raison d'intervenir. Bon, j'aimerais savoir ce que vous pensez des mesures de protection prises pour des espèces en voie d'extinction ou gravement menacées. Alors, j'y suis évidemment favorable, mais je pense que c'est vraiment une affaire d'écologistes, parce que c'est à eux de déterminer si les mesures de protection pour les espèces en voie de disparition ne menacent pas l'équilibre de l'écosystème. Donc c'est vraiment une affaire d'ultra spécialistes. Quel est le niveau de population qu'il faut maintenir? Quelles sont les espèces qu'il faut réussir à maintenir? Ça, là, vraiment, c'est une affaire de savants cette fois-ci. Parce que le problème du positionnement public par rapport à ce genre de questions, c'est que tout ce qu'on veut sauver, ce sont les espèces qu'on appelle charismatiques, celles qui
qui nous sont chères à notre cœur, etc. Mais les petites bestioles dont tout le monde se fout et dont on sait même pas qu'elles existent, là, elles peuvent disparaître. Donc là, ce sont vraiment les écologistes qui doivent intervenir en disant nous savons qu'elles jouent un rôle crucial, il faut mettre en œuvre des mesures de protection. Alors c'est une affaire de cette fois-ci d'écologues. En lien d'ailleurs un peu avec cette remarque, je voulais vous soumettre cette affaire dont on a déjà parlé, je pense, dans un atelier, mais vous n'y étiez pas, sur l'abattage aux eaux de Copenhague de Marius, un girafon, vous en avez peut-être entendu parler récemment, le 9 février dernier, en parfaite santé, et en fait on l'a abattu pour des raisons de programme en fait de sélection génétique à l'échelle européenne dans les parcs zoologiques et de risque de consanguinité. Alors c'est superposé plusieurs questions ou critiques en tout cas sur cet acte-là. D'abord parce qu'il était en bonne santé, parce qu'il y a une certaine publicité autour de l'abattage. Est-ce que vous avez suivi, vu cette... Pas du tout. D'accord. Bon. Alors on oublie. Oui, moi je voudrais avoir une intervention un peu plus terre à terre. C'est vrai que parfois, quand on dit on est végétarien, on aime les animaux, donc on n'en mange pas. On mange des protéines végétales. Moi, je dis très bien, il faut 10 protéines végétales pour faire une protéine animale, les quantités d'eau, les intrants pour faire du maïs, du soja. Entièrement d'accord. On nous gave de protéines, de viande, de graisses saturées, on devient tous obèses, diabétiques. On nous a expliqué ici aux éco-dialogues que ces maladies-là émergentes nous coûtent une fortune, donc d'accord. Moi, je voudrais vous apporter un témoignage, et je peux dire des bêtises, vous me le dites, sur le problème qu'on appelle l'hypophagie. Alors, pour parler simple, la consommation de la viande de cheval. En France, le cheval a un statut juridique, c'est un animal de ferme. Donc moi, je suis propriétaire de cheval, ce qui est le cas, que j'adore plus que tout. Si demain je veux le tuer et le manger, on n'a rien à me dire. Je le mène à l'abattoir, etc. En Angleterre, vous savez, le cheval, je crois, est un animal de compagnie. Donc, il n'a pas le droit d'être amené à l'abattoir et d'être consommé. Bon, en France, il y a des gens qui sont défenseurs de la cause équine, des chevaux, et qui aimeraient qu'on interdise la consommation de viande de cheval. Alors moi, je crois, je suis pas zootechnicien, ni grand savant, mais je suis quand même un peu intéressé par les questions d'agronomie et d'élevage. Je me dis que les races de chevaux de trait, notamment en France, ont pu perdurer, aussi, en grande partie, grâce aux débouchés de la boucherie. Quand vous allez vous balader dans les Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, et que vous voyez dans ces montagnes des troupeaux de chevaux en liberté, avec des magnifiques cuisses, etc., c'est pas pour faire joli ni pour faire de l'équitation, c'est des chevaux à couscous, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc moi je crois que manger du cheval, c'est aimer le cheval. Est-ce que je suis provocateur? Est-ce que je sais pas? Moi j'aime le cheval, et j'ai un cheval et je mange du cheval. Je ne me ferai pas lécher à la sortie, j'espère, mais est-ce que vous m'avez compris? Oui, je vous comprends, oui. Mais je suis pas moi-même végétarien, vous savez. J'ai pas fait une défense du végétarisme sur la question. J'ai plaidé pour une plus grande composante du végétarisme dans l'alimentation. J'ai plaidé pour un boycott des produits de l'élevage intensif, mais j'ai pas après plaidé pour le végétarisme. Non, on l'a vu manger de la viande tout à l'heure, je peux vous le dire. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, une personne là-bas, merci. Oui. Je m'interroge sur la notion de souffrance utile ou inutile. Comment on fait pour savoir si une souffrance est utile ou inutile? Vous parlez tout à l'heure des taureaux de combat. Est-ce que quelque part la mort du taureau elle n'est pas utile? La souffrance n'est pas utile parce que est-ce que la race aurait été sélectionnée et aurait continué à exister s'il n'y avait pas eu les combats? Oui, c'est un argument que je connais. Argument étrange, hein, quand même. Oui, parce que c'est l'argument qu'on trouve, par exemple, Francis Wolff, qui est un philosophe qui défend la corrida, a écrit tout un livre où on trouve notamment cet argument-là, qui consiste à dire que les défenseurs des animaux, sous couvert de protéger les taureaux de la corrida, en vérité, sont en train de participer à l'extinction de l'espèce, puisque cette espèce est sélectionnée pour les combats. Ils sont élevés dans cette perspective-là. Donc, si on arrête les corridas, alors cette espèce viendra à disparaître. Je trouve ça franchement sophistique, quoi. J'ai du mal à me laisser impressionner par ce genre d'argument-là. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a élevé ces animaux-là dans une certaine perspective qu'on doit faire absolument n'importe quoi. Que dirait-on si c'était des enfants? On a le droit de les élever parce que voilà, c'est dans une perspective de transplantation des organes, etc. Je trouve cette argumentation moralement là, assez choquante.
Moi, j'avais une question à vous poser. En octobre dernier, 24 intellectuels français ont signé un manifeste pour réclamer l'abolition du Code Napoléon de 1804, certains articles qui cessent de considérer les animaux comme des chaises, des tondeuses à gazon et autrement dit des biens meubles, et biens meubles étant dans le Code Napoléon. Par ailleurs, alors un des arguments des signataires, où on retrouve Michel Onfray, Isabelle de Fontenay, Rives, Orsena, Mathieu Ricard, le bouddhiste, Cyrulnik, etc., c'est de nous dire, ne serait-ce que pour une mise en conformité des textes, puisque le Code rural reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles, et enfin que le Code pénal a aussi introduit spécifiquement des articles sur le crime et délit à leur encontre. Est-ce que vous l'aurez signé? Non, je l'ai pas signé, je l'aurais pas fait. De toute façon, on m'a pas sollicité. Comme ça, c'était élu. Mais je l'aurais pas fait parce que je vois pas de problème. Il n'y a pas de problème à mes yeux avec le statut de propriété des animaux. Le fait qu'ils puissent être des biens qu'il y a un être humain qui en soit propriétaire, pour moi, n'est pas gênant parce que je crois que on peut tout à fait être propriétaire d'un animal, par exemple d'un animal de compagnie, sans que ça pose le moindre problème dans notre relation morale avec l'animal. Au contraire, même. Là, non seulement déjà juridiquement, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut de son animal de compagnie, on n'a pas le droit de maltraiter, les défenseurs des animaux peuvent intervenir s'ils peuvent faire la preuve qu'un animal de compagnie est particulièrement maltraité, mais même moralement, le propriétaire d'un animal domestique, d'un animal de compagnie, est pas du tout disposé à le maltraiter. Donc, il est possible effectivement que le statut de propriété soit complice de toute une institution d'exploitation, mais à mon avis, c'est pas nécessaire, puis c'est peu probable. Je trouve que c'est un faux débat. Le problème, c'est pas le statut de propriété des animaux, c'est leur statut de forme marchande, c'est leur valeur d'échange. Et du coup, je trouve déplacer complètement toute la réflexion de ce domaine juridique vers un domaine d'économie politique. Le problème, c'est le fait que les animaux se voient assigner une certaine forme marchande. Et là, il faudrait se retourner vers Marx, qui pourtant parlait pas de ces questions, mais qui avait très bien compris de quoi il était question au fond. C'est ce qu'il appelle le fétichisme de la marchandise. Alors, je vais essayer de vous expliquer brièvement. Le fétichisme de la marchandise, c'est le fait que, pour une chose, c'est d'être désubstantialisé, de n'être plus rien qu'une simple valeur d'échange. Et du coup, c'est ce que dit Marx, les exemples sont célèbres. Il dit, dès lors qu'on donne un prix à une chose, une certaine valeur sur le marché, cette chose, en elle-même, n'a plus d'autre valeur que le prix. Et du coup, on peut échanger absolument tout et n'importe quoi. Et j'avais noté une phrase qui m'avait amusé. Il dit, 8 onces à tabac à priser équivaut à un tome de properce, puisque c'est qu'une histoire de sous, voyez. Et autre exemple qu'il donne encore, que j'ai trouvé rigolo, un palais équivaut à un nombre donné de boîtes de cirage. Voyez, tout vaut avec n'importe quoi. Et, Marx dit, on oublie complètement le processus de fabrication qui est derrière tout ça, tout le travail humain, tout le travail de créativité, tout le talent qui a été investi dans la production de cet objet-là. Alors, en revenant aux animaux, je crois que c'est exactement ce qui se passe avec les animaux. Dès lors qu'on leur donne une forme marchande, la vie subjective, cette fois-ci, est oblitérée. Voyez, on la voit plus, on l'aperçoit plus. Donc c'est pas le fait qu'il soit une propriété de X ou Y, ça change rien. Ça ne nous gêne pas dans notre rapport au moral à l'animal. En revanche, la forme marchande de l'animal, oui, ça nous gêne. Oui, mais on peut inverser la chose, c'est-à-dire c'est parce que on a cette approche de l'animal que finalement on l'a codifié comme tel. Propriété, forme marchande, etc. D'accord, mais dans ce cas-là, faut le dire franchement. Il faut lier les deux analyses, ce qu'ils ne font pas. Le théoricien qui a critiqué la forme de propriété de l'animal, le statut de propriété, c'est Gary Francione aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment lui qui a élaboré à fond. Il est juriste, c'est son boulot, et puis il s'est tourné vers la défense des animaux. C'est lui qui a élaboré la question. Il n'y a pas un mot sur Marx, rien sur l'économie politique. C'est une erreur de stratégie, à mon avis. Le problème, c'est l'incompatibilité. Est-ce que on peut traiter un animal à la fois comme étant une propriété, un bien, et avoir un rapport moral? Je vois pas de difficulté. Est-ce qu'on peut assigner à un animal le statut de forme marchande et avoir une relation morale, reconnaître sa vie subjective? Je pense que non. Donc c'est bien le second qui est problématique, et pas le premier. Enfin, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Moi, les deux me gênent. Ce rapport à la propriété, il est généré par quoi et d'où il vient? Pourquoi ça vous gêne que c'est pas... Qui vous donne cette autorité? Parce que vous y voyez une contradiction avec sa dignité, sa valeur intrinsèque, c'est ça que... Non, je trouve que ça nous interroge sur nous-mêmes.
C'est une certaine manière de l'avoir à soi. Je trouve que c'est juste une procédure, une formalité. On peut être dans un partenariat sans être dans un rapport de propriété. Alors, si vous voulez, on pourrait le supprimer, mais ça me gêne pas d'une certaine manière, parce que je crois que ça n'a jamais induit. En plus, on le codifie, donc c'est pas neutre. Mais ça n'induit pas des rapports moraux dangereux, je pense. Je pense que les animaux sont pas exposés à un mauvais traitement du fait d'être tenus pour la propriété de X ou Y. Ils le sont en raison d'un marché, de la forme marchande, etc. Ça, à mon avis, c'est beaucoup plus grave. C'est leur présence dans une structure économique. C'est un step de plus, à mon avis. Mais là, il y a une personne qui voulait. Peut-être encore un exemple culturel qui va déstabiliser le philosophe. J'évoquais hier soir, dans mon exposé sur le cochon, une société de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui élève une race de cochons endémique de Papouasie uniquement à des fins d'échange culturel. Donc c'est une société qui survalorise culturellement cet animal, donc qui lui accorde une grande valeur morale, culturelle, etc. Et dont la fonction est simplement de régler, comme on le ferait avec une monnaie, des échanges dans le cadre d'alliances, de pactes de guerre, de mariage, etc. Donc cette monnaie circule et il est absolument impossible de lui donner une valeur marchande qu'on pourrait convertir en boîte à cirage ou en baguette de pain. Et malgré tout, on est bien là dans un système d'échange à valeur quasiment monétaire, mais avec une extrême valeur culturelle et affective accordée à cet élément d'échange. D'accord, on est loin d'un système capitaliste occidental. Oui. C'est pas parce qu'on retrouve quelque chose qui est de l'ordre de l'échange et d'une valeur d'échange exacte qu'on est dans un système capitaliste. Il manque toute la logique qui va derrière. Donc là, c'est trop réduit. Ça suffit pas à déstabiliser le philosophe. Ça. La logique capitaliste, elle se développe de manière beaucoup plus ramifiée, vous voyez, tentaculaire. Voilà, le caractère fétiche de la marchandise, pour reprendre la phrase de Marx, elle fait système avec toute une logique capitaliste. Donc là, il suffit pas d'extraire un élément, voyez. Revenons deuxième semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une question, une remarque, un commentaire? Moi, j'avais juste envie de vous faire réagir sur... Oui, très bien. Est-ce que les loups qu'on réintroduit sont considérés comme des animaux sauvages? Ah oui, alors on a un spécialiste là, voilà, et les ours, qui pourrait nous répondre. Quelle est la position là, écologique ou défenseur des animaux? Comment elles s'imbriquent les deux là? Eh ben là, je crois que j'ai pas suivi ces débats-là, j'aurais dû, parce que c'est effectivement ça m'aurait permis de répondre de manière plus précise, mais je crois qu'il y a polémique entre les deux. Oui. Il y a défenseur des animaux qui crient au loup, voilà, dans ce cas de le dire, je suis content de le caser, parce que ils ont peur justement que les animaux soient que les proies souffrent de cette réintroduction, et puis de l'autre côté il y a défenseurs de l'environnement qui disent mais c'est extrêmement sain pour l'écosystème, c'est indispensable. Mais on aura quelqu'un qui pourrait en parler nettement mieux que moi. J'ai pas malheureusement pu l'écouter. Un spécialiste du loup, ça court pas les rues. Oui, je sais pas trop quoi répondre à ce sujet. Bon, alors, déjà il y a l'élément polémique sur la réintroduction ou non du loup en France ou son retour via l'Italie. Polémique qui est peut-être pas nécessaire ici. Après, moi, l'ensemble de la présentation de ce soir me pose quelques problèmes sur les problèmes de séparation entre nature et culture. Effectivement, en référence à Descola ou à Ingold, donc j'ai un peu de mal avec ces séparations entre nature et culture. Je rejoins assez Edmond aussi sur les histoires d'événements confrontés à un événement. Bon, effectivement, est-ce qu'on sauve ce bison qui n'est pas victime d'un prédateur? Il est victime d'une rivière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que cette rivière joue un rôle particulier dans la sélection naturelle. Il était peut-être au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, sur les processus écologiques, je suis pas sûr de la validité de ne pas secourir ce bison si les randonneurs en ont ressenti l'intérêt ou le besoin. Donc voilà, après sur le loup, moi je pense avoir dit ce que j'avais à dire ce matin, c'est-à-dire que c'est des questions de relation, de quelle relation on entretient avec ces animaux et qu'est-ce qu'on décide en tant que société de faire de ces animaux, des relations qu'on veut avec ces animaux en fonction
des problèmes qu'ils posent, on en a beaucoup discuté ce matin, et des avantages éventuels qu'ils peuvent apporter d'un point de vue écologique, culturel, etc. Je voulais simplement dire que le loup n'a pas été introduit. Il vient d'Italie, toutes les analyses l'ont prouvé, mais il n'a jamais été introduit en France. Enfin, il paraît qu'il y aurait quand même des questions sur des relâchages, mais bon, que j'ai compris. D'autres, je sais pas, vous voulez réagir sur ce que... Juste une remarque pour ce que vous venez de dire. Je vais y réfléchir. Je trouve que c'est intéressant comme remarque, comme objection que vous faites tous les deux. Je vais y réfléchir. Je vais voir si j'arrive à en tirer quelque chose, parce que je trouve qu'elle est intéressante, cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, au fond. Moi, je voulais juste te dire, j'ai une petite remarque. Si demain je me fais dévorer par un lion, ben je lui en voudrais pas au lion. En revanche, s'il m'a élevé dans le but de me manger, voilà, ce serait pas pareil, quoi. C'est juste ça. Alors, pour moi, position, vous faites manger par un lion, et deuxième, si le lion m'a élevé pour me manger, ou si une autre espèce animale m'a élevé pour me manger. Ah, d'accord, ok. C'est juste pour, par rapport à la morale d'élever les animaux, dans le simple but de les manger, quoi. D'accord, oui, là je vous comprends. Oui. Mais ma question que je me pose, on en parlait tout à l'heure justement au restaurant, et je suis pas sûr de. Alors, je ne dirais pas qui l'a dit, mais quelqu'un a dit qu'on avait une position de faux cul. Alors, je ne citerai pas. Je me demande dans quelle mesure il est possible, et j'ai pas de réponse encore à cette question. J'ai réfléchi. Est-ce qu'il est possible d'avoir une relation aux animaux d'élevage, mais donc dans le cadre de petites structures, de petites fermes, etc. Une relation d'élevage qui soit une relation vraiment significative, où on respecte sa vie subjective, etc. Une relation riche de sentiments, etc. Et est-ce qu'on peut percevoir l'animal avec cette vie subjective sans projeter sur lui ce qu'on va en faire à terme? Est-ce que les deux visions, vous savez, c'est le canard-lapin, vous connaissez ces trucs-là, vous voyez un dessin, tantôt c'est un canard, tantôt c'est un lapin, mais pas les deux en même temps. Il y a vraiment une disjonction. Je me demande si ce double regard-là sur un animal qu'on élève et dont on sait très bien qu'on va finir par le manger, est-ce que ce double regard est possible? Si non, pour l'instant j'ai pas de réponse à la question, si la réponse est non, si ce double regard n'est pas possible, si on ne peut pas voir lui autre chose que de la viande sur pied, dans ce cas-là je vois pas comment résister à l'argument des végétariens. Mais si oui, pour l'instant je suis enclin à penser oui, et donc c'est la position de faux cul. Si oui, alors je pense qu'on peut aller jusqu'au bout de l'élevage, maintenir une relation, la développer parce qu'elle est riche, parce qu'elle a pleine de sens, etc., et finir par le tuer et le manger. Il y avait une note, non? Non. Bah, je vais retenter un petit coup d'actu là, mais c'est y compris en votre direction. Ça vous a interpellé le coup de la condamnation à 1 an de prison ferme pour avoir lancé un jeune chaton contre un mur? Ça a interpellé énormément de monde. Il y a eu en une semaine, attendez, j'ai noté ça quelque part, je sais plus combien, je crois que c'est 200 000 réactions sur Internet. Donc un jeune Marseillais, alors en plus maghrébin d'origine, ça aide pas. Il lance donc son chaton, un jeu qu'il filme contre un mur. Et ça fait le tour d'Internet, puisqu'il diffuse en ligne, une réaction très forte, et ce jeune de 20 ans est condamné à 1 an de prison. Alors, est-ce que c'est trop ou cher payé ou pas? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est, je sais pas. C'est un peu un pas de côté que je fais là, mais en même temps, je trouve que c'est très terre à terre. Enfin, c'est très sur l'actualité, mais ça nous pose quand même, je trouve, des questions sur qu'est-ce que on accorde comme valeur. Il y a la question de la cruauté. Ce chaton est pas mort. Il s'en tire avec une entorse, donc bon. Mais rajoute, et ça je vous le lis, la présidente de la fondation 30 millions d'amis dit: sur les 1000 cas annuels de maltraitance qui nous sont soumis, la moitié nécessite le recours à des actions en justice, mais le ministère public n'engage un procès que dans 1 cas sur 5, et la majorité des plaintes restent classées sans suite. Je sais pas comment vous réagissez à cette affaire. Alors, je vais bien prendre. Quelqu'un veut peut-être ou prendre la parole avant d'autres. C'est pas. Oui. Enfin.
Oui. Du code pénal. Le chat, je disais tout à l'heure, est un animal de compagnie, donc il a un statut, une protection. Absolument. Oh, bon, donc voilà. Par contre, effectivement, ce jeune homme, il écope d'une sanction sévère par rapport à un acte qui est quand même un peu répréhensible. Par contre, par rapport aux animaux de ferme et aux souffrances qu'on fait subir aux animaux de ferme dans les élevages concentrationnaires, monsieur disait qu'on coupait la queue aux jeunes porcins pour pas qu'ils se la bouffent, parce qu'ils sont sur caille-boutie intégrale. Donc ces pratiques inhumaines. On les écorne pour les bovins. Voilà, ces pratiques inhumaines qu'on fait subir aux animaux de ferme, pour le coup, pour une doctrine néolibérale financée par la PAC, on en a parlé ce matin, etc. Tous ces gens-là qui, pour moi, sont entre guillemets, qui promeuvent des pratiques criminelles, ceux-là, on ne les embête pas. Et c'est vrai que à la Commission européenne, il faudrait peut-être que les choses changent. Bon, il va y avoir des élections européennes bientôt, mais moi, c'est même plus pervers que ça. Ça me fait réagir par rapport à oui, c'est même plus pervers que ça, si j'ose dire, parce que c'est au nom de la souffrance animale, au passage, que ces actes sont parfois justifiés, je précise. Pour éviter que les cochons, entre eux, se grappillent la queue et s'infligent des souffrances qui peuvent dégénérer, pour éviter que les bovins, entre eux, s'encornent, etc., on va couper. Voilà. Donc ça devient beaucoup plus complexe et plus pervers, si j'ose dire, dans les argumentations, alors même qu'il y a un débat, par exemple, mais qui n'est pas tranché, sur des élevages au niveau bovin. C'est qu'on explique, enfin, des biologistes expliquent qu'en fait, il y a des terminaisons nerveuses, il y a des points d'équilibre voilà, qui sont évidemment mises à mal par l'écornage qu'on fait, et d'autres expliquent mais non, en fait, c'est plutôt une question de le faire sans anesthésie qui pose problème plutôt que de d'écorner, parce qu'il y a effectivement des accidents qu'on peut éviter sans les cornes. Donc la question est un peu plus complexe que ce que tu sembles dire, mais bon, voilà. Oui, Vincent. Absolument. Merci de le ramener. Mais il ne me semble pas. Là, justement, tout à l'heure, ce que je disais au sujet de les communautés mixtes, les communautés interspécifiques avec les animaux sauvages, là, ça marche bien. La morale, elle s'applique dans ce cas-là, puisqu'on a affaire à un animal domestique, un animal de compagnie, donc qui relève d'une communauté mixte, et donc il y a des obligations spécifiques qui s'appliquent ici. Et je disais tout à l'heure, la première obligation négative, de ne pas le maltraiter. Nous avons fait rentrer cet animal-là, le chat, dans une communauté mixte, au terme d'une longue domestication. Il a coévolué, il s'est modifié à notre contact, des liens sentimentaux ont été créés entre cette espèce et les êtres humains. L'amour, ça crée une obligation, entre êtres humains d'ailleurs, comme avec les animaux. Sauf que les deux exemples qui sont donnés, encore faut-il se mettre d'accord sur la maltraitance à question et où elle se situe. Et là, c'est compliqué, semble-t-il. Une patte cassée, c'est ça, donc il n'y a quand même pas photo. Là. Ah non, pas de cassée, ça. Enfin bon, sur les questions de la corne et des d'accord, je parlais du chat, oui. Edmond? Oui, sans vouloir m'exprimer sur la peine attribuée, dans le cas particulier qui est présenté, il y a une cumulation d'actes, à savoir la cruauté sur l'animal et sa mise en scène par Internet. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est si la sanction porte particulièrement sur la cruauté exercée sur l'animal, ou s'il n'y a pas un effet amplificateur du fait qu'il l'a mise sur Internet. Et semble-t-il, ça va même, il y a un troisième élément que tu n'as pas relevé, c'est la réaction des internautes. Et semble-t-il que au tribunal, ça a été exprimé, ils ont été sensibles à la réaction aussi du public. Donc peut-être que ça aurait, je sais pas, été avec une publicité qui n'aurait pas été relevée et diffusée sur les réseaux sociaux, peut-être que le jeune homme en question n'aurait jamais écopé d'une peine pareille, j'en sais rien. Ouais, ça me faisait vraiment la même réaction. Je pense qu'effectivement il y a l'intentionnalité en projetant l'image sur le réseau social qui a peut-être été apprécié par les juges. Par contre, ça me fait penser à ce livre de Jean Vercors, Les animaux dénaturés, où le héros du roman, en fait, commet un acte répréhensible par la loi, ou en tout cas il pose par son acte d'accouplement avec un opi, je crois, ou je sais pas comment ça s'appelle, les animaux, les topis, ou dans ce livre, et se pose à l'Angleterre la question de savoir si ces topis qui ont été découverts en Australie, qui sont des petits primates très ressemblants à des humains, sont des animaux, auquel cas ils peuvent être éventuellement traités comme des animaux d'élevage, mis au travail, ou s'ils sont des petits humains,
et auquel cas ils ne peuvent pas être réduits en esclavage. Et pour pouvoir poser ce problème à la communauté anglaise, le héros s'accouple avec l'animal, a un enfant et tue l'enfant. Donc évidemment il va en justice, et tout le livre de Jean Vercors, Les animaux dénaturés, consiste à explorer justement tous les arguments philosophiques qui seront amenés par les jurés pour définir si c'est un crime, si c'est pas un crime, mais en définitive pour savoir si c'est j'ai envie de dire un chat qu'il faut protéger, ou si c'est une chose qui à ce moment-là n'est pas répréhensible. Donc je crois qu'il y a un parallèle à faire entre ce livre et voilà, je sais pas si l'acte qui a été mis en ligne était fait par ce jeune pour demander finalement à trancher sur qu'est-ce qui est. Je crois qu'il s'est absolument pas posé cette question-là. Donc il était loin de là. Il a mis en ligne comme tu mets en ligne un rodéo en voiture. Voilà, ça, point barre. Mais pour répondre à votre question sur la proportionnalité de la peine et du délit, c'est un problème qui est insoluble de toute façon, hein, mais c'est transversal, même dans le cas de la justice interhumaine, on ne sait jamais. Songez, je ne citerai pas de nom, mais vous reconnaîtrez de qui je parle, à ce chanteur qui a tué sa compagne à coups de poing et qui a écopé de 5 ans. Pas assez, etc. Difficile de trancher ça. Alors il y a un philosophe, hein, j'y tiens, qui a essayé de résoudre ce problème-là, c'est Beccaria, dans le traité des délits et des peines. Il propose un calcul des délits et des peines, comment les ajuster, et la théorie qu'il défend, elle est très simple, ça consiste à dire qu'il faut punir exactement assez pour empêcher la récidive, pour empêcher la répétition, etc. Dans le cas que vous citez, je trouve que ça s'applique pas, parce que le problème de ce jeune homme-là, c'est ce que la remarque qui vient d'être faite, c'est qu'il a trouvé ça divertissant. Il a trouvé ça marrant de mettre ça sur Internet. Donc non seulement c'est consternant, c'est lamentable, mais on s'interroge sur son degré de moralité. Mais c'est extrêmement cruel et visiblement ça ne le frappe pas. Il y a un texte de Locke, excusez-moi avec mes références philosophiques, en même temps, fallait vous y attendre, un texte de Locke que j'aime beaucoup, dans lequel il dit il faut jamais laisser un enfant s'amuser à écraser des fourmis, à arracher les ailes d'un papillon, à tuer des mouches, etc. Parce que la cruauté qu'il montre à l'endroit des animaux ne le rendra pas capable, il le fera, qu'il ne sera pas à même, si vous voulez, de se montrer bon et compatissant à l'endroit des êtres humains. Cette cruauté qu'il manifeste à l'endroit des animaux, il va la reconduire à l'endroit des êtres humains. Et c'est ça qui m'inquiète avec ce jeune abruti là, c'est que ce comportement de cruauté avec l'animal, c'est un indice d'une sorte de corruption morale, dont les symptômes pourraient bien se manifester dans sa relation avec les êtres humains. Et donc je reviens à la prison. Et à quoi bon 1 an, 10 ans de prison? On s'en fout. Le problème, c'est un problème moral. Est-ce qu'il va en ressortir réformé, si je peux dire, moralement? Voilà, c'est du coup. Alors juste l'argument pour terminer là-dessus, mais j'en sais rien sur la réalité de ses sentiments. Il aurait dit par le truchement de son avocat que à la lecture de la peine, il prenait conscience de la gravité de son acte, mais j'en sais rien, quoi. J'avais juste un autre petit exemple d'actu comme ça, voilà, on va pas, sur lequel j'avais envie d'avoir votre réaction, qui est également assez récent, d'un an. L'histoire du tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté préfectoral ordonnant l'abattage des 2 éléphantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de la tête d'or, Baby et Népal. Donc je vous rappelle juste le petit contexte. Ces 2 éléphantes sont suspectées d'être porteuses de la tuberculose, potentiellement donc dangereuses pour l'homme, hein, sans que des tests soient totalement probants. Alors c'est là évidemment que la justice et la polémique s'insèrent. Pareil, un effet sur Internet absolument incroyable, des milliers de personnes réagissent, Fondation Brigitte Bardot, Stéphanie de Monaco, j'en passe et des meilleurs, qui s'offusquent et en appellent au président de la République pour dire c'est absolument impossible d'ordonner l'abattage de ces 2 éléphantes, alors même que on n'est pas certain, et quand bien même on serait certain, il y aurait d'autres solutions, etc. Donc voilà, ma question est la suivante. D'après vous, est-ce qu'il fallait appliquer le principe de précaution pour les populations humaines et éliminer les 2 éléphantes en se disant, dans le doute, on protège finalement les populations humaines alentour de la tuberculose, parce que c'est gravissime, et que donc on applique ce principe-là, ou on applique un autre principe, qui est le principe d'incertitude, qui bénéficierait finalement aux animaux, et en l'occurrence,
C'est ce qui a été officiellement retenu. Ah oui, ils n'ont pas été abattus. Non, elles n'ont pas été abattues. Oui. Je vais répondre indirectement. Comment contracte-t-on le virus Ebola? En tuant des animaux malades. Oui, enfin, attends, c'est un peu un raccourci, excuse-moi Edmond, je suis d'accord. C'est ça, mais avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire des rites mortuaires, etc., etc. C'est-à-dire le contact, c'est pas uniquement en tuant des animaux malades. La propagation, elle est liée aussi à toute une série de rites qu'il y a dans ces pays-là. C'est voilà, de consommation de viande, de rites autour de la mort. Enfin, je sais pas. Moi, ce que j'ai lu sur la propagation de l'épidémie Ebola, elle est pas simplement uniquement sur des animaux malades, quoi. Oui, au fond. Dans l'histoire, on a quelques exemples. Je les ai pas en tête exactement, mais on a quelques exemples de procès qui ont été intentés à des cochons, notamment au Moyen Âge, et cochons qui ont été jugés et condamnés, notamment pour avoir mangé des enfants. Qu'est-ce que ça nous dit sur le statut de l'animal à ce moment-là, et puis dans la relation que l'homme a avec eux? Ça se trouve dans Luc Ferry, effectivement. C'est les procès d'un cochon. Effectivement, ils commencent comme ça. Et c'est pour ridiculiser, si ma mémoire est bonne, dans la part de Luc Ferry, l'idée de droit des animaux en disant, vous voyez, c'est un truc complètement moyenâgeux, c'est archaïque, etc. C'est comme, c'est du Luc Ferry, quoi. C'est pas. Le droit des animaux, c'est une théorie. Alors, j'avoue, honnêtement, je suis pas emballé par tout ça. C'est des choses qui m'ennuient, même qui me tombent un petit peu des mains. Les Tom Reagan, ce sont des théoriciens d'éthique animale qui sont mêlés de ces affaires-là. C'est surtout lui, le théoricien des droits des animaux, parce que Peter Singer, je sais plus si je l'ai cité, qui est un autre théoricien d'éthique animale, lui, ça n'intéresse pas trop ces trucs-là. Alors, j'avoue que ça me tombe des mains, ça m'ennuie ces choses-là, mais c'est très solide, c'est très sérieux. En fait, il y a des gens, ce sont des philosophes de grande envergure qui travaillent à ça. La théorie des droits animaux, elle a rien de fantasque, d'extravagante, etc. Ce sont des philosophes, encore une fois, importants qui y travaillent, donc ne vous fiez pas aux caricatures d'un Luc Ferry. Ce sont des philosophes autrement plus importants que lui qui écrivent sur ça. Mais personnellement, j'avoue que ça m'intéresse pas. C'est pas une problématique, c'est pas cet angle-là que je privilégie. Quant à votre question sur les éléphants, je sais pas quoi en penser. J'ai partagé. Protéger les populations humaines, évidemment, ça me semble fondamental, et je pense que dans les moments où il faut trancher, je crois qu'il faut privilégier les êtres humains. Vous connaissez l'hypothèse du canot de sauvetage. Je la raconte pour ceux qui la connaissent pas. Il y a 5 êtres humains adultes normaux sur un canot de sauvetage. Il y a un 5e qui est un chien. Le canot de sauvetage ne peut accueillir que 4 personnes. C'est du Tom Reagan, cette hypothèse-là. Donc le canot ne peut accueillir que 4 personnes. Ou alors tous périront. Il y a donc un passager qui doit passer par-dessus bord, lequel, pourquoi, lui plutôt qu'un autre, en fonction de quels critères, etc. La réponse de tous les théoriciens qui sont interrogés là-dessus, c'est toujours, c'est le chien qui passe par-dessus bord. Donc je serai un petit peu de ce côté-là aussi, privilégier les êtres humains. Mais j'ai pas s'ils sont pas malades en même temps, c'est vrai que c'est scandaleux, quoi. Et apparemment ils n'ont pas été tués parce que la maladie n'a pas été démontrée. Donc c'est quand même pas sérieux non plus, quoi. Il y a des, commentaires, remarques ou autres. Alors peut-être pour finir, oui, j'ai pas vu. Il faut vraiment lever la main. Ouais, merci. Je vous vois pas. Oui, je sais plus qui c'est qui a dit que l'homme est un animal pour l'homme. Un loup. Oui. Mais moi j'entends comme ça justement. J'ai regardé les différents ateliers depuis hier et j'ai comme la peur à vous écouter. Que dans le futur, vous pourriez intituler un éco-dialogue des hommes et des hommes, parce que, comment vous dire, que ce soit en termes d'élevage, en ce moment on est en train de fêter malheureusement le génocide au Rwanda, que ce soit en termes de prédateurs, en termes d'alimentation, en termes de biotechnologie, etc. et de risques. N'avez-vous pas l'impression que l'homme, je ne sais pas comment vous poser la question. Vous n'avez pas l'impression qu'on va se poser les mêmes questions sur le danger de l'homme et la relation entre l'homme et l'homme? Question peut-être étrange, mais là on parle des animaux et des hommes à travers différents aspects. On l'a vu ethno-sociologiquement dans d'autres pays. Mais
Et j'ai une mauvaise intuition, si vous voulez. Dans le temps, on parlait d'eugénisme aussi. Mais à travers toutes les questions qui sont soulevées depuis 2 jours, moi j'ai un sentiment assez pessimiste et négatif sur l'humain et sa capacité destructrice et prédatrice. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez dire. Vous avez peur que l'obsession de l'animalité, de la question animale, finisse par laisser complètement à l'arrière-plan la réflexion sur la façon dont les hommes se rapportent les uns aux autres, peut-être. Moi, je me demande si en parlant des hommes et des animaux, si on passe pas à côté du vrai sujet qui est l'homme envers l'homme. Mais vous n'avez pas non plus l'impression que la cruauté éventuelle qu'on peut exercer sur des animaux, quel que soit son statut, sa nature, c'est un peu l'antichambre de cruauté, de violence qu'on peut faire sur d'autres humains? Certainement, mais donc on n'est peut-être pas hors du sujet, non? Ah non, vous n'êtes pas hors du sujet, absolument pas. C'est pas ce que je veux dire. Mais justement, vous êtes certainement. Enfin, je me permettrai pas de dire ça, mais. Je crois que vous savez, la frontière entre les hommes et les animaux, elle est reconduite à l'intérieur de l'humanité. Vous voyez, ce sont des noirs, c'est pas des blancs, etc. Donc cette question-là, cette frontière, elle est extrêmement mobile. Donc je crois qu'on a toujours tort de dire oui, mais il faut penser aux relations. Et le massacre au Rwanda, pour reprendre votre exemple-là, justement, il n'est pas impossible que ces hommes qui ont été massacrés n'étaient pas considérés comme des hommes, mais justement comme des animaux. Donc on a grand tort de négliger cette question-là. C'est ce que disait Derrida, je disais avec mes références toutes les 2 secondes, mais je crois qu'il avait raison. La question de l'animalité, elle est au centre des relations entre les hommes. Et le choix qu'on fait de la manière dont on se rapporte aux animaux en dit long sur l'humanité que l'on veut être, dans laquelle on évolue. Absolument. Merci. Pour aller dans le sens de ce que dit le monsieur, mon voisin qui d'ailleurs est dans la salle en ce moment, mon voisin à l'atelier de ce matin, quand on parlait des prédateurs et notamment du loup, faisait remarquer que finalement on parlait du loup, cet animal qui se déplace sans qu'on le voie, qui se cache, etc. Et qu'on... vous vous souvenez, pour ceux qui ont assisté, puis les autres devinent facilement tout ce qui a pu être dit ce matin. Et au fond, ce serait pas les Roms, tiens, on parlerait pas des Roms en ce moment en parlant du loup, voilà, les Roms comme le peuple dont on se méfie, et donc voilà. Ça va dans le sens de ce que le monsieur disait. On parlait quelque chose qui était très proche d'une autre réalité, très très humaine, celle-ci. Oui, mais c'est encore voilà, ton parallèle nous montre que quand même il y a que je pense que tout ce débat qu'on a eu depuis 2 jours et demi sur l'animal, en fait, c'est un débat sur nous-mêmes. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends quand même. Et je trouve que c'est ça qui rend ce débat riche, parce que finalement, il est, on n'a pas autre chose que ce débat-là. Enfin, pour moi, on n'a que ce débat-là. On a un débat sur notre humanité, par le truchement d'animaux, qui sont nos compagnons ou pas, mais voilà. Enfin, non? Ah oui, absolument. Attends, on va te donner un micro. De Paul-Émile Victor qui disait que l'homme, comme le loup, était un prédateur, le loup il reste un prédateur et l'homme est devenu un destructeur. C'est un peu ce que veut dire un monsieur, je pense. Et c'est vrai qu'il y a un monsieur qui a répondu à la question que tu poses, c'est Yves Pacalé, on pourrait même l'inviter. Il a écrit « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Et en fait, il a dit j'ai cru en l'homme, j'ai cru, maintenant j'y crois plus. Et il y a Théodore Monod qui, avant de mourir, a écrit quand même, c'est un peu plus calme par rapport à Pacalé, et si l'aventure humaine devait échouer. Donc on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui nous menace le plus? Est-ce que c'est le loup? Est-ce que c'est la wilderness, le côté sauvage, ou est-ce que c'est l'homme qui est une menace pour l'homme, quoi? Voilà. Bon, Attends, il y a une autre intervention là. Ouais, ne restons pas sur juste une phrase. L'histoire du jeune homme là, qui a tué la phrase de Coluche. Il fallait bien qu'il tape son chien puisqu'il n'avait pas d'enfant. Ouais, là, je crois qu'il y a des gens qui ont des enfants parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir de chien. C'est ça. Ouais. Enfin, il a pas tué, juste une fracture, je le redis au passage. Mais bon. Bon, on va peut-être, si vous voulez, s'en tenir là, ou on peut poursuivre évidemment autour d'un pot, c'est cela. Vous connaissez toujours l'endroit, Lucie Aubrac, au rez-de-chaussée, pour poursuivre de façon, voilà, autour d'un verre notre soirée. Après une signature possible et vente des livres, voilà, je sais pas les livres que tu as réunis. Mais également dire quelques mots, juste parce que je l'ai pas fait pendant ces 2 jours, je vais juste repréciser
un petit point, parce que c'est important, on y tient particulièrement ici, et on a raison, sur les actions en milieu scolaire et auprès des jeunes. Il y a eu beaucoup de choses sur ces éco-dialogues qui ont très bien marché. Depuis lundi jusqu'à vendredi, des ateliers pratiques avec les ânes, avec des enfants de plusieurs écoles, où voilà, on a préparé des ânes comme pour partir en randonnée. Il y a eu également un atelier philosophique autour de l'homme et l'animal. Est-ce que l'homme est un animal comme les autres, avec dans 4 classes. Également un atelier de lecture sur le thème des animaux avec Sophie Baudez. Également une rencontre qui a été particulièrement réussie, m'a-t-on dit, avec Edmond Dounias et avec une 50aine d'élèves. Bref, il y a eu beaucoup de choses et évidemment on va continuer. Et merci encore à toutes celles en particulier qui les ont organisées, mis en œuvre, et à ceux qui y ont participé, parce que c'est vraiment précieux de s'adresser à cette génération qui sont pas forcément là le soir, mais à qui on réserve quand même un temps d'échange et auquel voilà, on cultive des petites graines comme ça avec eux, et on le fait de façon extrêmement avec beaucoup de plaisir et de volonté forte. Encore merci de ce temps pris et de cette énergie. Tu voulais rajouter Non, je peux juste dire aussi qu'il y a, ah oui, c'est derrière. Il y a demain matin une visite à 10h, je crois, au Véro. Qui sera maintenue avec le temps, oui, on peut préciser. Demain, il y a une visite à une ferme qu'on appelle Hobby Farm, donc c'est un élevage de chevaux. C'est tout près de Bréau, donc où le rendez-vous est à 10h ici, ou directement là-bas. Mairie 10h, ou bien les gens qui connaissent peuvent aller directement là, tout là-bas. 10h à la mairie. Mettez-vous bien d'accord sur le lieu, 10h à la mairie, c'est ça? Moi, je vous emmènerai pas, je serai là-bas, j'ai un cheval moi-même, on va faire des démonstrations. Non, pour j'ai montrer pas la un programme relation là.